Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesquil J'aime bien. Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les débriefs de division après un petit interlude top et flop de draft avec Alex et Ryan, épisode qui est sorti hier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à y aller. On a encore une fois passé un très bon moment avec Ryan. On a pas mal échangé, pas mal débriefé, une bonne heure et demie à raconter quelques dingueries et à s'amuser de quelques choix de draft. Donc c'était plutôt fun. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Comme je disais, on continue les débriefs draft des divisions. Et là, on va s'attaquer à la NFC West. Et je suis toujours accompagné par Alexandre. Comment vas-tu ? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, ça va très très bien. On arrive dans la deuxième partie des débriefs de toutes les bilans de draft. Donc là, ça commence commence à avoir des équipes intéressantes aussi et on espère donner des bonnes notes dans dans ces petits bilans. Donc, On voilà. devrait pouvoir trouver quelques équipes. Exactement. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter X, Blue Skies, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout le front office. Et puis le Discord, toujours en lien dans les descriptions. Et comme je l'ai évoqué sur Twitch, n'hésitez pas, si vous avez un petit Prime qui traîne un petit peu partout, à nous le donner si le cœur vous en dit, ça nous ferait plaisir et ça nous motive à faire encore plus de contenu de qualité et de contenu qui vous plaît. Avant de commencer, on refait un petit débrief de ce qu'on a déjà pu lire auparavant. Hop, et regarde ça. Tu vois ou tu le vois ? Là, pour l'instant, je le vois pas. Normalement, je pense que les autres le voient. Donc la tier list, on a repris un petit peu les éléments, donc les vainqueurs de draft, les bons élèves, la bonne draft, mais ils auraient pu mieux faire, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et puis du coup, on verra à la fin de l'émission les 4 équipes de la division NFC West. Et pour commencer, du coup, on va parler des Los Angeles Rams. Donc, comme pour les émissions précédentes, eux, ils n'avaient pas de. Enfin, ils ont décidé de trade down leur tour numéro 1 et le pick qu'ils avaient au pick 24 de mémoire avec les Atlanta Falcons. Donc, ils ont récupéré des assets de cette année et de l'année prochaine, notamment un deuxième tour qu'ils avaient envoyé aux Panthers l'année dernière. Et donc, du coup, avec ce deuxième tour et le pick 14, ils ont récupéré le tight end d'Oregon, Terrence Ferguson. Ouais, Terrence Ferguson, écoute, assez surpris. Alors, on va parler de la stratégie au global de Los Angeles. Pour moi, c'est ce qui va conditionner ma note finale. C'est qu'à la fin, ils ont quand même récupéré un premier tour de draft. Malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas joué sur la value du pick avec ton deuxième tour en trade down. Ils auraient pu quand même récupérer pas mal de bons joueurs qui avaient encore dans cette draft et qui auraient pu améliorer leur défense parce qu'on sait qu'ils avaient des besoins. Ils avaient des besoins dans le backfield défensif, sur le poste de linebacker, également sur la O-line par exemple. Donc il y avait encore vraiment plein de joueurs sur lesquels tu pouvais, plein de positions sur lesquelles tu pouvais améliorer. Et je trouve que le choix de Terrence Ferguson, pour moi, c'est déjà de 1, c'est un reach. Et en plus, je suis pas sûr que ce soit un besoin si prioritaire que ça, dans la mesure où tu as quand même encore Tyler Higbee alors c'est pas le meilleur tight end de l'histoire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même un joueur qui peut rendre des fiers services. Et vu le profil de Terrence Ferguson, je sais pas si c'est le plus complémentaire à ce que Higbee proposait, ou en tout cas en ce qu'ils ont déjà dans leur équipe, parce que Terrence Ferguson, pour les auditeurs, c'est un peu un joueur qui va être plus alterné dans le slot, qui est un peu ce tight end qui vraiment est bon sur les yards after catch, qui est un athlète plutôt correct, qui a des mains assez fiables, mais c'est pas non plus un excellent coureur de tracé, c'est pas un excellent bloqueur. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de choses encore à travailler. C'est dans un comité de tight end, je pense qu'il peut rendre de fiers services, mais par contre, en fait, je trouve aussi que tu as déjà beaucoup de joueurs dans le slot, comme Puka Nacua par exemple, qui a fait des très très bonnes saisons là-dessus. Tu as Tutu Atwell aussi qui peut jouer à ce niveau-là. Donc, à voir comment ça se goupille en tout cas pour la suite des choses. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de valeur sur ce pic-là. Après, on a vu qu'il y avait une course au tight end qui a été enclenchée par les Jets avec le pic de Mason Taylor.
Peut-être que les Rams se sont dit que Terrence Ferguson ne serait plus dispo avec leur pick du troisième tour, qui était un peu plus bas dans la draft en plus, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai un peu tiqué sur ce pick-là. Je suis pas très très fan du joueur, ni en plus de la position qui a été adressée. Donc malheureusement, ça conditionne un petit peu ma note finale. Mais il faut prendre aussi en compte qu'ils ont quand même récupéré un premier choix de l'année prochaine des Falcons, ce qui est toujours quand même quelque chose dont on va pas cracher dessus. Ouais, je suis moins négatif que toi sur le joueur et la position, dans le sens où, comme tu l'as dit, clairement, au troisième tour, il n'aurait plus été disponible parce qu'on a vu que Harold Fanning et Elijah Arroyo ont été pris après lui, alors sur des tours différents, puisque Fanning était au tout début du troisième tour chez les Browns. Et je pense vraiment que Ferguson n'aurait plus du tout été dispo avec le troisième tour des Rams. À partir du moment où tu adresses un besoin avec un pic qui soit relativement haut, mais dont tu sais que le joueur ne sera plus dispo au tour d'après, ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Après, en termes de besoin, peut-être qu'ils auraient pu considérer autre chose. Ils ont beaucoup considéré la défense l'année dernière. Là, je trouve ça pas mal de considérer un petit peu l'attaque cette année. Et Tyler Higbee, ouais, je te rejoins un petit peu. Toi, drafté en 2016, il est il est un peu plus au crépuscule de sa carrière qu'au tout début, quoi. Donc, tu prépares un petit peu l'avenir avec Ferguson. Comme tu l'as dit, en trade down, le tour 1, tu récupères en plus des assets pour l'année prochaine. Je sais pas, ça faisait partie des équipes, moi, où je les voyais bien prendre un tight end à la draft. Et c'est vrai qu'ils l'ont considéré relativement tôt, mais comme je dis, si le profil les intéressait et qu'ils voulaient vraiment partir sur lui, de toute façon, il n'aurait plus été dispo au troisième tour, donc pourquoi pas. Avec le tour numéro 3, je reprends, pardon. Avec le tour numéro 3, le pick 26, donc ouais, beaucoup plus lointain que ce qu'ils avaient, parce que ça fait en overall un pick 90. Josiah Stewart, le edge de Michigan. Sur ce pic, je vais être un petit peu plus, on va dire, dithyrambique. Parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui aurait pu partir au deuxième tour. Ou en tout cas, en fin de deuxième tour, j'aurais eu aucun problème à le voir partir à ce niveau-là. Parce que je trouve qu'il apporte sur le pass rush comme très peu de joueurs de sa draft, ou en tout cas de sa classe de edge. C'est vraiment. Alors, c'est un joueur qui a un profil très petit. Hein, c'est un 6 foot, 6 foot 1. 245 pounds, donc c'est vraiment assez léger. Mais sur le pass rush, il est vraiment monstrueux. Je crois que c'est celui qui avait le pass rush win rate le plus élevé de tout le college football l'an dernier. Je crois qu'ils étaient autour des 25%. Donc quand tu te dis qu'il est au-dessus de même des Abdul Carter ou de joueurs comme ça, et qu'il était dans une défense de Michigan qui quand même rencontre des équipes qui sont pas trop mauvaises, c'est que tu te dis que c'est un joueur qui est influent et qui est impactant sur cet aspect-là du jeu. Son physique, malheureusement, l'a fait baisser dans les boards. Et ce que je peux comprendre sur le run-stop, il a encore des lacunes. Il n'a pas des bras immenses, enfin assez longs pour déconstruire les blocs efficacement, pour avoir un impact, en tout cas, de ce niveau-là du jeu. Moi, je trouve que j'ai vu quand même des bonnes choses parce que visiblement, en tout cas, je le pensais avant de regarder les tapes, je le pensais vraiment peu puissant. Et quand j'ai regardé les tapes, je trouvais qu'il avait une certaine puissance qui se dégageait de son physique. Alors ouais, son physique est un peu frêle, donc comparé à d'autres joueurs qui privilégient vraiment la puissance, ça se voit la différence. Mais pour son gabarit, je trouve que sa puissance est plutôt honnête et que c'est une bonne base de travail pour les Rams. Il va être utilisé en tant que rotation sur ta D-line, sur tes edge rushers, à la place, enfin en tout cas il va tourner je pense avec un Byron Young, qui est plus lui un profil, on va dire, alors il est assez explosif, mais c'est un joueur que tu utilises plus sur des stunts, ou en tout cas que tu utilises pour shooter des gaps et perturber des poches, aller perturber les gardes adverses, et que tu utilises aussi, en tout cas qu'ils alternent en tout cas avec tes D-line, tes linemen intérieurs pour essayer de perturber la O-line adverse. Je trouve qu'il a vraiment un profil assez unique dans ce qu'ils ont aujourd'hui, et pour moi ça s'incorpore vraiment très bien avec leur défense et ce qu'ils essaient de proposer, donc le pick j'adore. Je te rejoins complètement. Après, bien aidé, je pense, par une défense de Michigan qui avait quelques très bons defensive linemen, puisqu'ils sont partis relativement tôt à la dernière draft. Mais effectivement, il a en tout cas les attributs physiques pour jouer dans une 34, puisque c'est quelqu'un d'assez mobile, assez rapide, notamment en couverture de zone. Oui, effectivement, ça va être un profil peut-être trop léger pour aller rusher
sur ses premières années en NFL. Maintenant, on connaît un petit peu les programmes sportifs et les programmes de prise de masse que peuvent donner la NFL aux joueurs. Donc ça, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Après, on verra un risque de blessure ou pas, mais ça, c'est tous les joueurs qui ont cette possibilité ou non de se blesser, bien sûr. Mais en l'état, effectivement, je trouve ça bien d'avoir considéré l'attaque au deuxième tour et d'avoir encore ajouté un petit peu de talent en défense au troisième tour. Ça fait jamais de mal. Et en plus, sur de la rotation, comme tu disais, avec Jared Verse, avec Byron Young, ça va être infernal. Pour les attaques adverses, ça va être infernal d'avoir une rotation constante, un petit peu comme le font finalement les Eagles, à une moindre mesure, mais comme le font les Eagles. Donc ça a apporté ses fruits, on a vu, pour les Eagles l'année dernière, et puis même sur les dernières années, parce qu'ils ont fait 2 Super Bowls en 3 ans. Je pense que c'est un petit peu là la copycat league, l'imitation en fait que veulent faire les autres équipes d'avoir une énorme rotation sur le front seven, vraiment sur ces premiers joueurs de la ligne défensive. Donc ça fait pas de mal d'apporter du talent sur un 3e, 4e tour. Donc moi, je plus sois également ce choix-là et cette position-là. Pour finir, du coup, tour numéro 4, pick 15, ils sont partis sur un running back d'Auburn, Jarquez Hunter. 2 picks au 5e tour, avec le pick numéro 10, ils ont récupéré le defensive tackle d'Ohio State, Ty Hamilton. Avec le pick 36, le linebacker de Mississippi, Pooh Paul Jr. Et avec le 7e tour, pick 26, le receveur de Pittsburgh, Konata Mumfield. Est-ce que toi, tu as un joueur ou peut-être une position qui t'ont marqué ou que tu aurais voulu voir adresser? Alors moi j'ai bien aimé le choix de Chris Paul Jr. Je trouve que c'est un joueur que j'attendais un petit peu plus haut, au moins fin de 3e tour, début de 4e, c'était à peu près le range dans lequel je l'avais. C'est un linebacker qui est qui a un très bon athlète, je trouve, assez fluide, qui possède des bons changements de direction, qui est capable de tenir un tight end ou un running back en couverture individuelle assez aisément grâce à ses qualités athlétiques. Et c'est également un joueur assez rapide sur le blitz. Et ça, je trouve, c'est toujours assez important. On sait que les Rams aiment bien que le linebacker soit assez polyvalent et notamment apporte aussi également sur du blitz pour rester assez imprévisible, en tout cas sur leur défense. Les points sur lesquels lui devra travailler, c'est surtout, je trouve, en termes de masse, il est quand même assez encore léger. C'est un gabarit, je crois, c'est un 230 pounds ou à peine, en fait, vraiment encore trop léger. J'ai 220. Ouais, 220, tu vois. Et je pense, bon, il a dû prendre entre temps, mais je pense, voilà, il va devoir avoir une adaptation qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Et je pense d'ici vraiment 3-4 ans, ça peut être ton linebacker titulaire, voire même d'ici 2 ans, ça peut être déjà ton linebacker titulaire sans aucun problème, avec une value vraiment, vraiment bonne que tu as eue. Et puis je trouve qu'il serait complémentaire de ce que tu as déjà avec Omar Space que tu as recruté l'an dernier en draft, qui est pareil, un joueur du 3e jour que personne n'attendait et qui au final s'est retrouvé propulsé titulaire et a fait vraiment une vraie bonne saison. Donc je fais confiance à l'organigramme ou en tout cas au coaching staff des Rams pour développer un profil comme Chris Paul Jr. Et puis ça va être intéressant de suivre son développement durant tout son cursus, en tout cas durant son contrat rookie chez les Los Angeles Rams. Ouais, puis il a des bras très très courts, moins de 30 inches. C'est très court quand on sait que certains offensive tackles ont été raillés à cause de la taille de leurs bras et ils sont quand même beaucoup plus grands que ceux de Chris Paul. Pour un linebacker, alors ça a son importance aussi, c'est pas uniquement de se moquer de la taille des bras, mais c'est pour s'enlever des blocs en fait. Plus les bras sont petits, plus c'est difficile en fait, parce que tu vas avoir le centre ou le guard qui va t'attraper, qui va allonger le bras, et toi tu ne pourras pas toucher le joueur pour te dégager parce que tu as les bras trop courts. Donc effectivement, ça peut être compliqué sur le run stop, je te rejoins. Puis aussi ton rayon de plaquage est limité comparé Exactement, ouais. Donc il faut vraiment, ça limite la marge d'erreur en fait aussi également sur s'il loupe son plaquage, bah tu vois, ça va se voir, ça se voit tout de suite, etc. Donc. Quand il faudra plaquer AJ Dillon et que tu pourras faire que la moitié de son corps, ça sera visible. Moi, je voulais plutôt partir sur une position alors qu'ils ont adressée, mais en tout dernier pick avec Konata Mumfield. Je serais peut-être parti sur un receveur un petit peu plus tôt à la draft, parce que moi, leur corps de receveur, alors ok, ils ont rajouté Davante Adams. Non, ils ont perdu Cooper Kupp, qui avait aussi son petit historique de blessure, certes. Puka Nacua, l'année dernière, il a aussi été blessé. Derrière, c'est Tutu Atwell, c'est Jordan Whittington, Konata Mumfield. Ça me paraît, pour commencer une saison NFL, ça me paraît très très léger, je trouve. Alors oui, si tout le monde est en bonne santé sur le terrain,
je pense que ça va très bien tourner. Le duo Adams-Nakua, ça fait un petit peu saliver. Là-dessus, on est d'accord. Mais ce qui suit derrière, ouais, ça me laisse un petit peu perplexe quand même. Et je sais pas, j'ai une petite crainte parce qu'il y a aussi l'historique de blessure, notamment avec Nakua. Donc, moi, j'aurais plutôt adressé ce poste-là, aller avec le 4e tour potentiellement, 4e ou 5e. L'un des deux 5e, par exemple. Tu essayes de prendre un receveur un petit peu de rotation, un mec qui peut s'incorporer directement avec, tu vois, déjà une certaine qualité prégnante, soit un receveur qui va être extrêmement rapide, qui va pouvoir étirer les défenses et aller dans les zones profondes, soit un mec un petit peu, alors, j'allais dire dans le slot, mais ils ont déjà Nakua et Ferguson, donc ça aura peut-être été de trop sur ce type de profil. Mais ouais, du coup, un mec plutôt dans la profondeur, plutôt menace verticale. Et je pense que voilà, au 4e ou 5e tour, il y avait des joueurs avec ce morphotype-là, avec ces traits-là. Et ouais, ça me dérange un petit peu pour les Rams qu'ils ne l'aient pas considéré. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est la position de cornerback qui n'a pas été adressée. Aussi. Moi, quand je vois les squads, Darius Williams, Kill Witherspoon et Quentin Lake, t'as aussi Kobe Durant. Enfin, ça manque de star power, ou en tout cas, ça manque de joueurs fiables sur ce poste. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. On sait qu'il y a un Emmanuel Forbes qui avait signé chez eux, donc on sait peut-être le premier tour de 2023, si je dis pas de bêtises, se cache encore dans ce joueur, donc peut-être il peut encore surprendre. Mais non, je trouve que c'est un peu dommage de pas du tout avoir adressé cette position de cornerback qui pour moi était un de leurs principaux needs durant cette draft. On sait qu'ils ont réussi à quand même atteindre les playoffs sans l'avoir adressé, donc l'an dernier déjà, donc peut-être ils comptent sur leur D-line pour faire le sale boulot et espérer que les cornerbacks aient moins de travail à faire. Donc ça va être intriguant à suivre. Je suis pas le plus rassuré sur le backfield défensif. Les squads de receveurs, je m'inquiète pas vraiment avec l'arrivée de Adams, mais c'est vrai que ça manque un peu de profondeur. Tu as raison de le dire sur le 4e, 5e rotation. Ça manque un petit peu de profondeur. Il aurait pu être adressé, mais en soi, ils ont fait quand même une draft avec des joueurs assez solides. On n'en a pas parlé, mais Jarquez Hunter aussi en poste de running back. Tu vois, tu as un profil complémentaire avec Blake Corum et Kyren Williams. Je trouve que c'est un running back plutôt physique, etc. Donc ça s'entend et ça peut être intéressant à suivre en tout cas voir leur développement de chacun de leurs pics. Toujours prendre un running back à la draft. C'est aussi mon leitmotiv. Une QV aussi fournie que celle-là. Ouais. Du coup, on les place où? Moi, je peux pas les mettre. Si ça avait été que sur les joueurs, j'aurais été sûrement sur la 4e catégorie. Donc, qui est, si rappelle-moi l'intitulé, je sais plus si je l'ai. Ils auraient pu mieux Ils auraient pu mieux faire. Mais vu qu'ils ont récupéré un premier tour dans leur bagage, j'ai envie de les mettre dans la 3e bonne draft. Mais parce que ça manque de titulaires en puissance, je vois pas un joueur titulaire dans tous les choix qu'ils ont pris. Je vois quelques joueurs de rotation, on les a cités, mais je vois pas de vrais titulaires en puissance. Et tu récupères quand même un premier tour l'année prochaine qui t'aidera sûrement pour un remplaçant à Stafford. On l'espère, ou en tout cas ce sera marrant de suivre ça. Et puis je pense que 3e, enfin bonne draft, mais ça correspond bien à ce qu'ils ont fait durant ce week-end de draft. Assez d'accord. On enchaîne du coup avec les Seattle Seahawks qui ont donc sélectionné avec le premier tour, le pick 18, le garde de North Dakota State, Gray Zabel. Écoute, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sélectionné un lineman intérieur depuis un lineman intérieur en tout cas sur une draft. Mais vu leur off-season, en tout cas la free agency, comment ils l'avaient abordé, je pense que c'était un des choix les plus logiques de toute cette draft, Gray Zabel. Ils ont des besoins criants à l'intérieur. Alors on sait qu'ils avaient drafté au 3e tour l'année dernière Christian Haynes, qui venait de Connecticut, qui était un joueur qui a un beau potentiel et qui reste encore à développer, mais il est un petit peu tout seul sur l'intérieur de O-line, hein, parce qu'on sait qu'ils ont encore à l'extérieur Charles Cross, dont ils ont activé la 5e année. Mais Gray Zabel, je pense, s'adapte tout de suite dans un environnement comme celui-ci. C'est un joueur qui est pour moi aussi un leader sur et en dehors du terrain. C'est un joueur qui jouait essentiellement tackle à North Dakota State. Alors on peut parler également de l'opposition à laquelle il a dû faire face, mais en tout cas ce qu'il a
Et ce qui vraiment fait vraiment sa force, c'est sa mobilité et son profil physique qui sont vraiment très intrigants. Je pense qu'avec le système de schéma de zone du nouveau coordinateur offensif, dont j'ai oublié le nom, Kubiak, je crois que si je dis pas de bêtises, Oui. qui est essentiellement basé sur des schémas de zone, en tout cas aux alentours de 75% de ce que j'avais lu. Grezabel, c'est le fit parfait pour un schéma de zone proéminent. Et je pense que il va ouvrir des brèches pour le running back Kenneth Walker ou même encore Charbonnet qui sont encore dans leur équipe, ou même protéger surtout le nouveau quarterback Sam Darnold qu'ils ont fait venir durant la free agency. Pour moi, c'était un choix assez logique. On peut parler de la value parce qu'un garde choix 18, ça peut faire tiquer certains, je peux l'entendre. Mais pour moi, c'était un trop gros besoin pour passer dessus. Et vu la QV de lineman intérieur durant cette draft, je suis pas sûr que tu avais un talent aussi fort que le sien à ce moment-là de la draft. Ouais, je te rejoins, ça pouvait jouer avec Donovan Jackson dans l'absolu au niveau des gardes. Pas du tout le même profil non plus. Et ouais, je te rejoins, je vais pas paraphraser, mais ça incorpore parfaitement dans ce que veut mettre en place le Clint Kubiak, le nouveau offensive coordinateur. Ils ont considéré aussi un besoin et une nécessité absolue pour les Seahawks de protéger leur quarterback, quel qu'il soit. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. Après, on pouvait se poser la question du joueur en lui-même, mais en tout cas, la considération du poste, pour moi, était limpide au premier tour. Avec le deuxième tour, le pick 3, puisqu'ils ont trade up avec les Titans de Tennessee, ils ont pris le safety de South Carolina, Nick Emmanwori. Il est là, le nouveau Cam Chancellor. La relève est assurée. Non, plus sérieusement, Nick Emmanwori, c'est un profil athlétique, enfin démentiel. Véritablement, c'est un joueur, je crois qu'il a fait un des meilleurs scores de l'histoire du combine pour les. Ouais. Pour il les a fait un safety. 10. Je crois qu'il a fait un 10 sur 10. Je crois qu'il a fait 10. ORS. Et, honnêtement, et même ça se voit sur les tapes, ça se voit sur le terrain, ça se voit vraiment quand tu le vois, même en dehors, quand tu le vois sur les images. Donc c'est un profil physique démentiel. Par contre, alors j'étais un petit peu plus bas qu'un consensus qui était sur lui. Je trouve qu'il a quand même encore beaucoup de lacunes, notamment sur sa capacité à diagnostiquer les jeux adverses, notamment sur le run stop, enfin sur le jeu de course. Je trouve qu'il met du temps, il met beaucoup trop de temps avant de lire la trajectoire du running back, et c'est ce qui l'empêche de se mettre en bonne position pour réaliser le plaquage qui est nécessaire. Je l'ai vu plusieurs fois louper, se mettre vraiment dans de mauvaises positions et ne pas être en mesure d'effectuer le bon plaquage à certains moments du match. Je pense notamment à son match de LSU où, durant ce match, il est capable du très bon, notamment je crois une interception qui retourne pour un touchdown, mais aussi également du moins bon où il y a un touchdown qui est vraiment pour sa pomme parce que il se positionne mal sur le terrain et le running back arrive à le déborder. Ou alors il y a un autre gros jeu qui arrive sur sa tête durant ce match-là et c'est pareil, il se met hors de position, il glisse un petit peu et en fait t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler avec ce joueur-là. En revanche, je pense que si ça paye, ça peut être vraiment incroyable comme value. Moi, je suis plutôt d'accord de l'avoir sélectionné au deuxième tour parce que c'est vraiment un niveau de la draft où tu peux te dire que tu peux prendre un projet comme celui-ci et en même temps le mettre dans ta rotation ou en tout cas dans un premier temps, voilà, dans une rotation sur les safety. Après, on sait qu'ils aiment bien jouer à 3 safety, donc peut-être il va avoir une rotation avec Kobe Bryant et Julian Love. Ça va être intriguant de voir comment le coordinateur offensif arrive à jouer avec ce backfield défensif qui est jeune chez les Seahawks. On sait qu'ils avaient drafté Devon Witherspoon, Tarek Woolen et tout ce petit beau monde. Mais le pari, je l'entends et moi je trouve que ça peut bien fit avec ce que McDonald veut mettre en place du côté des Seahawks. Je te rejoins, profil très 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 athlétique, ça manque pour le moment en tout cas de QI football, là où un Malachi Starks avait un petit peu été raillé après son combine en disant qu'il était lent, sauf que moi je trouve que Starks est un profil beaucoup plus safe à ce niveau-là parce qu'il va avoir ce QI football, cette capacité à lire le jeu avant que le ballon soit lancé, là où pour Emmanwori, on a l'impression qu'il est dans la réaction de ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu parce qu'à ce niveau-là, quand tu es déjà un petit peu en difficulté en universitaire,
La NFL, c'est pas le même niveau. Ça va encore plus vite parce que là, tout le monde est au diapason, tout le monde est sur la même page et que les mecs s'entraînent constamment là-dessus. Et il y en a, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont en NFL et qui sont habitués à ces joutes-là, quoi. Ce qui m'inquiète un petit peu avec lui. Maintenant, je pense qu'il tombe dans une très très bonne équipe qui a un front seven extrêmement solide, donc qui va peut-être moins aussi mettre en avant et en lumière ses difficultés à lui. Donc il va pouvoir aussi prendre du temps pour s'adapter à ce rythme-là de la NFL. Des qualités physiques, il les a. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur lui. Et c'est vrai que sur certaines tapes, il y a des moments où il est très rassurant et d'autres moments où tu te dis ça va être compliqué quand même le passage en NFL. Mais bon, tu peux pas passer à côté d'un mec comme ça. C'était aussi un besoin dans l'absolu sur ce poste-là au niveau des Seahawks. Donc voilà. D'avoir trade-up, tu savais de toute façon que tu ne l'aurais plus au moment où tu avais ton pick de draft, parce qu'il me semble qu'ils en avaient 2. Ils avaient récupéré celui des Steelers avec le trade de DK Metcalf. C'est un pari. Très haut, parce que début de deuxième tour, mais c'est un pari. Donc à tenter, c'est eux qui le tentent et à voir ce que ça donne. Exactement. La suite de la draft, donc avec le tour numéro 2, pick 18, Elijah Arroyo, le tight end de Miami. Avec le tour numéro 3, pick 28, Jalen Milroe, le quarterback d'Alabama. Avec le tour numéro 5, il y en a plusieurs. Le pick numéro 4, Riley Mills, defensive tackle de Notre-Dame. Avec le pick 30, Tory Horton, receveur de Colorado State. Avec le pick 39, Robbie Oust, tight end d'Alabama. Avec le tour numéro 6, pick 16, Bryce Cabeldou, garde de Kansas. Et 3 derniers picks au niveau du tour numéro 7. Pick 7, Damien Martinez, running back de Miami. Avec le pick 18, Mason Richman, offensive tackle d'Iowa. Et avec le pick 22, Ricky White, the third wide receiver de UNLV Las Vegas. Je vais pas parler d'un joueur en spécifique, mais je vais parler plutôt de la stratégie au global sur cette deuxième partie de draft. En tout cas, c'est la majorité de leurs picks. Ils avaient quand même eu 8 choix. Ouais. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux en tout cas, avec les nombres de munitions qu'ils avaient. Tu avais quand même encore un deuxième tour. Enfin, tu avais 2 deuxièmes tours, un troisième, tu avais 3 cinquièmes, 3 7. Enfin, tu aurais pu monter des packages pour remonter un peu. Ou en tout cas, sélectionner des joueurs qui étaient pour moi qui étaient encore meilleurs que les joueurs qu'ils ont sélectionnés eux-mêmes. On va parler par exemple de Elijah Arroyo. Alors c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais tight end, mais je trouve que c'est un peu haut à ce niveau-là et je suis pas sûr qu'il arrive en prenant tout de suite la place de titulaire devant Noah Fant et Jay Barner. Je demande à voir. Ça va être compliqué de qu'ils prennent la place en année 1. Je trouve que tu avais des joueurs encore meilleurs à prendre à la fin du deuxième tour, en tout cas deuxième partie du deuxième tour. Tu avais encore des starters potentiels. Et au final, tu sors de cette draft avec un seul véritable starter pour moi qui est Grezable. Un potentiel avec Eman Mori, mais ça va être d'abord une rotation parce qu'il ne faut pas le mettre au feu tout de suite. Et pour moi, ça manque aussi d'un receveur pris plus haut que ce qu'ils ont pris leurs receveurs. Parce que là, le premier receveur qu'ils ont pris, c'est Tory Horton. Au 5e tour, je trouve que c'est trop tard par rapport aux besoins qu'ils avaient. Alors certes, ils ont récupéré Cooper Kupp, ils ont Marquez Valdez-Scantling. Cooper Kupp, on connaît son historique de blessure. Pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait anticiper. Et tu peux pas tout laisser, tu peux pas mettre le poids de ton offense sur les épaules de Jackson Smith, Njigba non plus tout seul. Donc pour moi, je suis un peu déçu qu'il l'ait adressé trop tard. J'aurais bien aimé qu'il y avait encore des joueurs très solides à prendre au 2e ou au 3e tour. C'est un peu dommage de ne pas les avoir sélectionnés. Donc voilà, un petit peu déçu de cette draft. Après, ils améliorent leur rotation, ils améliorent leur test chart. En tout cas, les 3e couteaux, vraiment, tu as des joueurs qui peuvent être des beaux projets à développer, notamment sur les linemen de fin de draft. Mais dans la stratégie au global, je suis un petit peu déçu de la draft des Seahawks, vu leur nombre de munitions. Ils ont beaucoup considéré l'attaque, ça c'est peu de le dire, parce qu'ils ont pris que 2 joueurs défensifs sur les 12 pics ou 11 pics. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Moi j'aime bien leur tour numéro 7. Alors Mason Richman, je ne le connais pas, donc je ne vais pas en parler, mais en tout cas les 2 autres. Damien Martinez, le running back de Miami, j'aime beaucoup. Un petit 1m80, parce qu'il fait un tout petit peu plus, mais voilà, 1m80, 82 pour 100 kg. Donc c'est une vraie boule de bowling, et lui il va s'éclater, parce que c'est clairement un joueur qui
qui aime rentrer dans les défenseurs adverses. C'est clairement un mec qui va prendre le gap A ou le gap B, et ça ne sera pas un mec d'outside. Et j'aime bien ce type de profil, très clairement, et je pense que ça vient très bien en complément d'un Zach Charbonnet, pareil, qui pas été trop blessé, mais qui a joué que quand Kenneth Murray était blessé. Donc voilà, ça peut complémenter en fait déjà ce duo-là, déjà bien implanté dans les squads des running backs. Et puis le dernier pick, Ricky White, mon chouchou quoi. Chouchou plus. Et au-delà du fait qu'il soit chouchou, je pense qu'il a des très bonnes qualités, notamment dans le slot ou dans le mid-range, et qui va beaucoup apprendre avec un mec comme Cooper Kupp. S'il souhaite partager son talent, bien sûr. Mais en fait, je trouve vraiment que ça peut être un joueur qui peut s'imposer ou qui peut faire vraiment une carrière en NFL avec les attributs qu'il a actuellement, avec la technique qu'il a actuellement. Et si en plus il arrive à apprendre derrière un mec qui techniquement a peut-être ce qui se fait de mieux en NFL encore aujourd'hui, à savoir Cooper Kupp, c'est peut-être un des meilleurs picks de cette saison. Il peut jouer en plus special team, il va apporter énormément. On sait que c'est un excellent gunner à l'échelon, enfin en tout cas au niveau universitaire. Et il a bloqué, si je dis pas de bêtises, 3 punts ou 4 punts durant son cursus. Donc non, il apporte énormément, et même en tant que retourneur, il va avoir une carte à jouer. Donc c'est un pic malin, surtout à ce niveau-là de la draft. Même moi, je le voyais partir avant. Et comme tu l'as dit, Martinez et lui, pour moi, c'est parmi les 2 meilleurs values qui sont effectués durant toute leur draft. Quand il y avait vraiment le tour numéro 7, on était là à se dire « Ah ouais, encore un super pick des Seahawks ». Donc, et quand je l'ai vu glisser, je pensais sincèrement qu'il allait un peu comme un autre joueur qui vient de Miami, dont on ne citera pas le nom, Xavier Restrepo. Voilà, moi je pensais que du coup Ricky White allait être UDFA à la fin de la draft. Mais non, pour moi, excellent coup de la part des Seahawks, à voir ce que ça donne. Mais en l'état, moi j'aime beaucoup. On enchaîne avec les troisièmes de division. Peu à la surprise générale, on peut dire. T'as pas mis la note, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardon, t'as raison. Les fans des Seahawks, ils vont gueuler sinon. Oui, c'est vrai, t'as raison. Au niveau des Seahawks, on a mis... Hop, je reprends notre tableau. Il est là, pardon. On les a mis où? Je crois que je les avais mis bonne draft mai. Parce qu'il y avait un... Tu les as même mis en dessous. Ah ouais, même en dessous, bah tu vois. Ouais, ils auraient pu mieux faire. Pour moi, c'était la fin de bonne draft mai ou début de peut mieux faire. Et selon la journée, il y a des moments de la journée où je peux les mettre dans une catégorie ou l'autre. Non, mais en tout cas, ça montre, en tout cas, peu importe la catégorie, mais ça montre vraiment qu'ils auraient pu quand même mieux faire sur leur pick. Mais ils ont quand même des joueurs talentueux, faut pas non plus enlever. Ils ont des joueurs qui vont s'imposer en NFL. Et puis que les fans des Seahawks soient rassurés. On n'a pas parlé non plus de Jalen Milroe, mais c'est un projet à développer. Et si ça marche, bah, tu vois, cette draft, au final, on va se dire qu'en fait, la draft était excellente, voire exceptionnelle, si Jalen Milroe devient un top quarterback. Ouais, ce qui ne sera pas le cas, hein. Spoiler alert. Mais bon, ça, on verra dans quelques années. On enchaîne, du coup, comme je disais, autant pour moi, les supporters des Seahawks, je vous avais oublié dans la tier list, avec les 49ers qui ont pris, avec le tour 1 et le pick numéro 11, le edge de Georgia, Michael Williams. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que la draft a commencé à être marrant. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tu vois, la première équipe qui a fait un reach. Et c'était une des équipes qu'on pouvait envisager, hein. Très honnêtement, on savait qu'ils avaient des gros besoins sur la D-line. Malheureusement, ils n'ont pas pris le joueur qu'on envisageait. En tout cas, il y avait des Walter Nolan qui étaient souvent dans les mock drafts qu'on voyait pour eux. Kenneth Grant qui était encore disponible aussi, si je dis pas de bêtises. Il y avait du monde, même des edge qui étaient mieux classés, en tout cas sur mon board, et je pense dans le board de beaucoup de gens. Malheureusement, ils prennent quand même un joueur qui a du potentiel, hein. Michael Williams, c'est pas non plus un joueur qui vaut un 5e tour, hein. C'est quand même un joueur talentueux, c'est un joueur qui est bon sur le run-stop et qui a montré des très bons flashs. Sur le pass rush, il a encore beaucoup de choses à travailler, mais son profil athlétique fait saliver énormément de scouts NFL et de GM NFL. Je sais que moi, je connais bien ce type de profil-là parce qu'on avait drafté, nous, les Raiders, un profil similaire à Tyree Wilson, qui était un peu ce genre d'athlète où on se dit, ouais, il a les dimensions parfaites pour la position, mais en fin de compte, c'est des joueurs qui nécessitent un gros développement. Je pense qu'un Michael Williams ne fait pas défaut à cette définition. Pour moi, il a beaucoup de travail à faire.
Après, ce qui me rassure dans ce pic-là, c'est qu'on a quand même Robert Saleh, qui est quand même connu pour avoir travaillé avec des groupes de D-line, avoir développé en tout cas des D-line qui étaient très disruptifs, ou en tout cas qui étaient menaçantes pour les offenses adverses. Donc moi, à la limite, je me dis, voilà, pick 11, c'est un pic très haut, c'est un reach, c'est pas une bonne note que je mettrais sur ce pic. Mais pour les fans des 49ers, je pense qu'il y a un développement à faire et si ça marche, ça peut être un excellent numéro 2 derrière un Nick Bosa qui reste en numéro 1 et qui est un des top edge de cette ligue. Ouais, pas convaincu par ce joueur. La position, bien sûr. Je militais depuis pas mal de temps pour qu'il parte sur la D-line. Je pensais plus défensif tackle, mais edge, ça me convenait aussi. Ouais. Il y en avait d'autres il y avait d'autres joueurs qui semblaient un petit peu plus prêts. Alors du coup, est-ce que les Niners sont, on va dire, en semi-reconstruction, en mettant des très très gros guillemets, parce qu'il y a d'autres équipes qui sont en semi-reconstruction, qui sont bien plus bas. Coucou les Saints. Mais je sais pas, je suis pas convaincu. En fait, je pensais qu'ils allaient partir plutôt sur un profil quasiment NFL ready. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'un mec que tu peux encore considérer un peu comme un projet, ou en tout cas un mec que tu vas devoir développer pour qu'il performe. Je te rejoins sur Robert Saleh, évidemment, quand il était défensif coordinateur chez les 49ers. On a vu qu'il a réussi à amener une défense à un très très haut niveau en ayant un front seven extrêmement dominant. Est-ce que le front office et Shanahan a voulu faire plaisir à Saleh? J'en sais rien, parce qu'on verra les tours d'après, c'est beaucoup parti sur la défense. Mais je sais pas, c'est pas le joueur que j'aurais choisi personnellement, parce qu'il y en avait d'autres sur le board qui étaient beaucoup plus haut et plus safe. Donc c'est vrai qu'ils ont commencé la draft en nous décevant et ils ont continué la draft en nous décevant peut-être un petit peu, puisqu'avec le tour 2 et le pick 11, ils sont partis sur le defensive tackle de Texas, Alfred Collins. Pareil, je pense que j'ai l'impression que c'est la même logique ce pic que le pic d'avant. Je pense qu'ils se sont dit qu'on en avait marre de se faire rouler au sol par les offenses adverses. Du coup, on va prendre des mecs qui sont bons contre la course. C'est le cas d'Alfred Collins, hein, c'est un profil un peu plus nose tackle ou en tout cas axé sur le run stop. Ouais. Donc nose tackle qui va être surtout placé en face du centre et qui va donc devoir avoir ces situations-là et respecter ses assignations en tout cas sur le run stop. Mais en tout cas, c'est un joueur moi je l'attendais beaucoup. Je l'attendais plutôt au 3e tour. Donc c'est un petit riche et je trouve qu'il y avait des defensive tackles qui étaient meilleurs que lui. Après en soi, ça reste un joueur qui a un plancher assez solide. Son potentiel n'est pas aussi incroyable que par exemple un Michael Williams ou quoi que ce soit. Mais c'est un joueur qui peut t'apporter dans ta rotation de ta D-line. On sait qu'ils avaient des besoins criants vraiment sur ce poste de defensive tackle. Parce que c'est pas Jordan Elliott et Kevin Givens qui vont te changer vraiment qui vont changer le visage de ta défense. Mais je pense qu'Alfred Collins peut t'apporter on va dire une sérénité sur l'aspect jeu de course. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de lacunes sur le pass rush et ça, ce sera à travailler vraiment. Mais comme je le disais, Robert Saleh, c'est quand même quelqu'un qui est réputé là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'il voulait vraiment stopper le jeu de course adverse et Alfred Collins en soi fait sens. Un peu tôt, mais ça fait sens avec leur volonté qu'ils ont voulu mettre durant cette draft. Ouais, le pic me dérange pas en sachant qu'ils n'avaient pas considéré un mec comme, j'étais très chaud, mais sur Kenneth Grant au premier tour. Tu prends un defensive tackle et en fait, ce qui a surpris, c'est de faire un peu, je dirais, back-to-back D-line avec un D-end, enfin avec un edge et un defensive tackle. C'est ça qui a peut-être un petit peu surpris parce que défensivement, il n'y avait pas que le front seven qui a souffert l'année dernière. Et on pensait qu'ils allaient partir peut-être sur une autre position à besoin. Mais pourquoi pas, écoute, sur le joueur, je suis peut-être un tout petit peu plus haut que toi. Je pense vraiment que c'est un mec qui a tenu la D-line des Texans. Alors, il n'était pas tout seul, évidemment, mais il faisait partie vraiment très, très prégnante de la très bonne D-line de Texas. Je pense que bien accompagné, comme il peut l'être, et en plus, c'était un besoin dans cette défense des 49ers, clairement, pour moi, il arrive en tant que titulaire. En même temps, quand tu regardes les autres defensive tackles, je ne vois pas qui pourrait lui contester cette place-là. Et qui va très, très bien s'incorporer dans cette défense et qui va performer dès la première semaine. Je vois bien, moi, la très bonne surprise Alfred Collins cette saison.
Alors après, c'est un tour numéro 2, donc voilà, je prends pas. C'est pas une énorme take non plus, hein, je parle pas d'un tour numéro 6 ou 7, mais ouais, lui, je le vois, tu vois, à la rigueur, même faire plus de stats et mieux performer, être plus présent sur le terrain qu'un Michael Williams pris au premier tour, tu vois. Ouais. Pas la même position, on s'entend, et pas le même profil, et pas la même évolution déjà actuellement, pas le même niveau. Mais oui, sur un deuxième tour, j'aime bien. Je suis peut-être un tout petit peu plus haut que toi là-dessus sur ce choix-là. Avec les tours suivants, donc 2 picks au tour numéro 3, pick 11, Nick Martin, linebacker d'Oklahoma State, avec le pick 36, Upton Stout, cornerback de Western Kentucky, avec le tour numéro 4, pick 11, CJ West, defensive tackle d'Indiana, et le pick 36, Jordan Watkins, receveur de Mississippi. Au 5e tour, encore une fois 2 picks, avec le pick numéro 9, Jordan James, running back d'Oregon, et pick numéro 24, Marcus Siegel, safety de Kansas State. Et enfin, au tour numéro 7, 3 picks, Curtis Rourke, quarterback d'Indiana, avec le pick 11, pardon, avec le pick 33, Connor Colby, guard d'Iowa, et avec le pick 36, Junior Bergen, wide receiver de Montana. Est-ce que toi, tu as un ou plusieurs joueurs que tu veux mettre en avant, une position mal considérée ou considérée? J'ai beaucoup aimé les 2 joueurs dans ce 3e jour. C'est surtout CJ West, leur premier pick du 4e tour. Pour moi, c'est une super value. C'est un mec que j'attendais à peu près dans le range où Alfred Collins a été pris, ou en tout cas entre 2e et 3e tour. Pour moi, c'est un defensive tackle pareil aussi, qui est un peu plus petit. Donc je sais qu'à Indiana, qui avait une très grosse défense, il a plutôt joué sur une position entre nose tackle et defensive tackle. Donc plus proche, vraiment orienté à arrêter le jeu contre la course. Mais pour moi, c'est un defensive tackle qui a un excellent moteur, qui est certes plus petit que la moyenne, mais qui a un excellent combo entre puissance et explosivité. Pour moi, il a certes des petits bras, ce qui va le pénaliser pour la déconstruction de blocs, par exemple, ou pour réaliser les plaquages. Mais il a des super instincts et je trouve il a une manière de jouer, enfin en tout cas avec son moteur, qui vraiment lui permet d'être impactant sur le run stop, mais également aussi sur le pass rush. Et c'est là aussi sur le pass rush ce qui m'a vraiment surpris durant mon scouting de ce joueur, dont j'avais fait la fiche sur les defensive tackles. C'est que sur le pass rush, je trouve qu'il a vraiment un arsenal de moves qui est plutôt intéressant, en tout cas une très bonne base de travail sur laquelle bosser. Et j'ai même vu des counter moves quand par exemple son premier move ne passe pas, il arrive à tenter un autre move qui peut passer derrière, ou faire un spin move. Il est assez fluide en tant que defensive tackle. Donc c'est vraiment un joueur qui pour moi a été pris trop tard, j'ai envie de dire. Il y a des équipes qui vont s'en mordre les doigts en tout cas de ne pas l'avoir sélectionné avant. Donc c'est une super value, et c'est vrai qu'en soi tu ressors quand même de cette draft avec CJ West et Alfred Collins. Je trouve que c'est quand même un minimum, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient prendre un premier tour, mais en fin de compte, si tu m'avais dit qu'ils allaient sortir avec cette draft-là, avec CJ West, Alfred Collins, Michael Williams, tu vois, en fin de compte, on peut se dire que c'est quand même un minima des joueurs qui vont apporter dans la rotation et qui vont t'amener aussi qui vont te permettre de renforcer ton jeu pour stopper la course. Donc ça, en soi, ça peut être un bon point. Après, malheureusement, je trouve qu'il y a quand même des choix qui sont vraiment incompréhensibles. Pour moi, Nick Martin en 3e tour, c'est un choix que je comprends pas. Linebacker de Oklahoma State, qui pour moi est pris 2-3 tours trop tôt. Après, c'est un joueur à développer, donc à voir ce qu'ils veulent en faire à côté de Fred Warner. Ça va être intriguant. Et pareil pour Upton Stout, le 3e tour, le fin de 3e tour. C'est un joueur qui a des dimensions. Je crois que entre lui et Nick Martin, j'avais vu que les deux sont parmi les joueurs dans le 5e pourcentage de la position NFL au niveau des dimensions, que ce soit en termes de taille, de longueur de bras ou de poids. Donc ça veut dire que c'est des profils qu'on voit très rarement, mais pas dans le bon sens du terme. C'est des profils qui sont sous-dimensionnés pour leur position respective. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Je trouve que c'est des joueurs qui sont pris au 3e tour. Au 3e tour, tu as quand même des joueurs qui étaient encore disponibles, qui étaient encore excellents et qui pouvaient être même des starters pour certains. Moi, je questionne cette stratégie-là d'avoir adressé déjà ces besoins-là, mais en même temps aussi d'avoir pris ces joueurs-là qui ne seront pas compétitifs day one. Et ils ont aussi omis le fait que ils n'ont pas non plus pris de O-line, qui pour moi était aussi un de leurs gros besoins durant cette draft, et ils n'ont quasiment pas adressé la O-line. Et ça me dérange. Ouais, ils ont pris un garde au 7e tour. Ça, je te rejoins.
Je te rejoins sur tout ce que tu as dit, ça, qu'ils sont tous sous-dimensionnés. CJ West, j'ai regardé un petit peu sa fiche. Au niveau du poids, c'est comme Derrick Harmon, pris au premier tour par les Steelers. Donc voilà, ça sera le même buffle, on va dire, à mettre dans la D-line. Ils l'ont très bien considéré, effectivement. Je pense que là, ils vont beaucoup moins se faire rouler dessus par le jeu de course adverse. Très bien aussi, je pense, en ce sens qu'ils ont rajouté un linebacker. Maintenant, je reste un petit peu perplexe, effectivement. J'aime bien le pick Jordan James. C'est un mini Christian McCaffrey. Et de toute façon, ils avaient perdu Jordan Mason, qu'ils ont tradé, je ne sais plus trop où, pendant l'intersaison. Vikings, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça, Vikings. Donc voilà, tu le remplaces poste pour poste. On sait que les Niners, ils récupèrent toujours un running back à chaque draft. Donc bon, il n'y a rien de choquant là-dedans, mais en tout cas, sur le prototype et sur le format, ça ressemble à un mini Christian McCaffrey. Donc c'est plutôt fun. On va voir ce que ça va donner. Le reste de la draft, ouais, tu vois, ils reprennent 2 receveurs. Peut-être un petit peu trop tard dans la draft, je sais pas. Je suis très perplexe et un peu comme toi. Je pensais qu'à un moment donné, ils allaient quand même considérer l'attaque beaucoup plus tôt dans cette draft-là, ou en tout cas la ligne offensive, parce qu'ils ont perdu Aaron Banks, qui était leur garde gauche. Je n'ai pas dans l'idée qu'il soit vraiment remplacé à l'heure actuelle. Ben Bartch, qui était avant à Jacksonville, ça fait pas rêver, quoi. Et au-delà de faire rêver, on s'en fout un petit peu, mais je pense pas qu'il va surtout performer sur le terrain. Jack Brendel, le centre, c'est un peu pareil, tu vois. Et s'il y avait bien une équipe que je voyais prendre Jared Wilson relativement tôt dans la draft, c'était bien les Niners. Donc, je suis assez surpris, en fait, par leur stratégie. Heureusement que Dominique Puni performe bien. C'était attendu que ce soit un super style de leur part, et ça l'a été l'année dernière. Donc, heureusement pour eux. Trent Williams, c'est pareil, il va arriver sur ses 37 ans. Je suis perplexe offensivement sur la O-line, c'est bien. Ils ont reconsidéré la défense. Tant mieux. Peut-être qu'ils vont aller loin cette saison avec cette défense-là, mais l'attaque, moi, me fait peur par rapport à déjà ce qu'ils ont produit l'année dernière. J'ai toujours dit, ils arrivaient à avancer l'année dernière, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Est-ce que le simple retour de Christian McCaffrey arrivera finalement à re-switcher l'attaque et à vraiment réussir à les faire performer, à mettre beaucoup plus de points que ce qu'ils ont fait l'année dernière? Peut-être que c'était lui l'élément manquant et pas la line ou ce qu'on veut. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis très, très, très perplexe de leur part. Mais vous vous en douterez, au niveau de la note, on n'a pas été ultra, ultra haut pour eux, puisqu'on les a mis dans le dernier tiers de la liste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pas au niveau des joueurs, même s'il y a certains où on peut se poser la question, mais comme on l'a évoqué, vraiment sur des positions à besoin qu'ils n'ont absolument pas considérées. Et chaque tour et chaque pick qu'on voyait, ça partait défensif ou ça partait offensif, mais pas au poste qu'on pensait. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font cette saison? Et je sais pas, Et au final, quand on regarde les dernières drafts, elles sont pas folles non plus, en fait. Il y a quelques bons picks, mais sur l'intégralité de la draft, tu vois, t'en sors pas avec 50% de joueurs qui sont des titulaires, quoi. Et un peu comme les Packers, ce qu'on a pu dire, attention à pas basculer sur un mauvais truc où t'enchaînes quelques drafts un petit peu moyennes, voire mauvaises, et que ton équipe finalement baisse de niveau. Ils ont eu de la chance d'avoir des super joueurs à la draft ou par trade, notamment McCaffrey il y a quelques saisons. Attention à la petite bascule qui pourra intervenir d'ici 1, 2, 3 ans, quand en plus il faudra payer Brock Purdy. Ouais. Et puis c'est ça, en fait, je trouve ils perdent leur draft, en fait, surtout sur le deuxième jour. On peut le dire, tu vois, sur le premier, sur le premier jour aussi, mais le deuxième jour, c'est en général où tu vois si les franchises ont réussi leur draft ou pas, et pour moi, ils sont complètement foirés, notamment sur ce troisième tour où ils prennent 2 joueurs qui pour moi, je pense pas qu'ils sont un grand impact. Après, peut-être je peux sûrement me tromper, hein, Nick Martin, tu sais que Robert Saleh développe bien les linebackers, peut-être c'est un diamant brut et on le sait pas encore, mais pour moi, je demande à voir. Et on finit par les amis des Pew Pew des Cardinals de l'Arizona. Et ils ont pris, je reprends, pardon, au premier tour, Arizona Cardinals. Au premier tour, au pick 16, Walter Nolen, defensive tackle de Mississippi. Choix assez logique, j'ai l'impression, en tout cas quand tout le monde l'a vu tomber, on s'est tous dit, évidemment, que ça pouvait fitter.
Alors certes, ils ont rajouté des Calais Campbell et Dalvin Tomlinson, mais justement, je pense que ça peut être des très bons mentors, en tout cas à Walter Nolan dans un premier temps, et qui peut lui permettre de prendre la relève lors de... En tout cas, Calais Campbell, il a quand même 38 ans, donc il va pas continuer encore 3 ans, mais je pense qu'ils vont vraiment bien peut-être l'aider à se développer. Et cette D-line, de plus en plus, en tout cas depuis 2 ans, on sait que ça commence à être, ça fait un petit moment que ça a été considéré. Et le GM a bien compris que c'était un de leurs points faibles depuis quelques années. Et bah, c'est vrai que Walter Nolan, avec l'arrivée d'un Josh Sweat durant l'été, avec les joueurs que j'ai cités sur le poste de defensive tackle, tu as déjà drafté Darius Robinson l'an dernier. Tu commences à avoir une belle rotation, en tout cas une rotation assez sympa. Et Walter Nolan, pour moi, peut être un peu le leader de cette escouade dans les années à venir. Il a tout le potentiel, en tout cas, qu'on recherche chez un premier tour à ce poste-là. Il est disruptif, en tout cas, il crée de la perturbation dans la poche. C'est un athlète fluide, qui a des excellentes mains, des mains actives et qui a des bons moves, en tout cas, je trouve, sur le pass rush. Il doit encore être peaufiné, mais comme tout jeune joueur, notamment du premier tour. Mais pour moi, il a un excellent potentiel et ça peut être vraiment une future star en devenir si c'est bien développé du côté des Cardinals. Ouais, je te rejoins à 100%. Très très content du choix. Je le voyais partir un tout petit peu plus haut parce qu'il y avait aussi des équipes à besoin. Avec ce profil-là, vraiment, enfin, il va s'imposer directement en fait dans la D-line des Cardinals. Ça va être effrayant pour les O-line adverses. Ça va être marrant d'ailleurs de croiser les Niners 2 fois par saison, en sachant que le centre et le garde, on l'a évoqué, sont pas d'un excellent niveau. Je pense qu'il va pouvoir s'amuser avec eux. Ça commence à prendre forme, ça commence à être intéressant ce côté-là de l'escouade des Cardinals. Donc très très bon choix, très très bon pick nous concernant également. Avec le deuxième tour, pick numéro 15, Will Johnson, le cornerback de Michigan, qui a chuté. Je pense que on en parlait quand on était en train de regarder la draft, mais pour moi, c'est peut-être en tout cas, une des plus grosses interrogations de cette draft, de toute l'entièreté de la draft, avec notamment un Shedeur Sanders aussi, mais ça on en a déjà parlé. Mais pour moi, Will Johnson, ça peut être le joueur où tu te dis, en fait, si ces problèmes de blessure ne sont pas si graves que ça, et que finalement, voilà, et ça va pas l'empêcher de jouer à un très haut niveau, bah pour moi, ils ont fait le style de la draft, en fait. Will Johnson, à ce niveau-là, quand tu regardes ses matchs de 2023, bah, c'est le meilleur cornerback universitaire, et c'est sûrement un top 5 joueur de la QV. Il s'est blessé l'année dernière, donc c'est ce qui lui a coûté, en tout cas, cette position-là, en tout cas ce premier tour, qui lui était promis avant le début de saison. Et je pense aussi que de ce qu'on avait vu sur les reports, ce qui posait un petit peu question, alors bon, je suis pas médecin, hein, mais de ce qui posait un petit peu question, c'était sur la longévité de son genou, si je dis pas de bêtises, et les répercussions que ça peut avoir à l'avenir. Alors peut-être pas dans une année 1 ou année 2, mais peut-être en année 4, année 5, est-ce qu'il va pouvoir jouer jusqu'à ces années-là? Je crois que c'était une des interrogations qui ressortait un petit peu des différents reports qu'on voyait à ce sujet. Voilà, après je pense que les Cardinals ils le prennent, le pari au deuxième tour il se tente complètement. Honnêtement je pense que c'est un joueur en plus qui a l'air d'avoir la mentalité pour faire payer toutes les équipes qui ne l'ont pas sélectionné avant. Et c'est toujours intéressant quand tu as un cornerback pardon, qui a cette mentalité-là de chien de la casse un petit peu, tu vois, mais c'est positif hein, quand je dis ça, mais c'est vraiment un joueur qui a une super mentalité, qui peut jouer, qui peut jouer de la presse, qui peut être excellent en zone, qui a vraiment des tools athlétiques, c'est quand même un 6'2", 190 pounds, qui peut tenir des corners en presse et qui a des excellents instincts. Donc pour moi, c'est un excellent pied qui renforce vraiment leur ex-squad de cornerback et qui rejoint aussi un ancien deuxième tour de l'année dernière de Max Melton qu'ils avaient drafté, un Garrett Williams qui s'est révélé aussi cette année chez les Cardinals, notamment dans le slot. Et ils ont toujours du Buda Baker et du Jalen Thompson qui est une des paires de safety les plus sous-cotées de la ligue. Donc pour moi, là, l'escouade défensive au global a été renforcée sur ces 2 premiers tours et c'est ce qu'on demandait à Arizona avant cette draft. Ouais. Je suis moins convaincu que toi sur Will Johnson. Pas sur le niveau du joueur, de ce qu'il a pu montrer à Michigan, mais je l'ai évoqué dans l'émission précédente justement avec Alex et Ryan. Si le joueur est tombé aussi bas, c'est qu'il y a une raison. S'il a passé 46 pics avant, c'est qu'il y a une raison.
Et moi, ce genre de profil, ça m'inquiète. Alors, c'est bien pour les Cardinals si ça fonctionne. Je pense pas personnellement que ça va fonctionner. Quand il y a une telle chute, qu'il y a des red flags médicaux aussi importants sur un poste aussi compliqué que cornerback, où il faut avoir une mobilité du bas du corps extrêmement développée. Si tu commences à toucher un peu à la hanche, au genou, aux chevilles, ça peut être très 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 compliqué. Et je sais pas. J'espère me tromper, comme je l'ai évoqué dans l'émission précédente. Je suis fan de cette position pour beaucoup de raisons. Et j'adore voir des cornerbacks performer en NFL. Mais lui, le dossier médical me semble trop important négativement pour qu'il puisse faire une longue carrière en NFL. Donc peut-être qu'on aura un prime de Will Johnson pendant 1 ou 2 ans et il faudra s'en satisfaire et on se dira putain c'était cool de le voir à ce niveau-là. Mais malheureusement, je ne le vois pas performer en NFL et comme je l'ai précisé maintes et maintes fois, j'espère très sincèrement me tromper. La suite de la draft, avec le tour numéro 3, pick 14, ils sont partis sur Jordan Burch, Edge d'Oregon. Avec le tour numéro 4, pick 13, Cody Simon, linebacker d'Ohio State. Avec le tour numéro 5, pick 38, Denzel Burke, cornerback, d'Ohio State également. Avec le tour numéro 6, pick 35, Hayden Conner, garde du Texas. Et avec le tour numéro 7, pick 9, Keaton Crawford, safety de Nevada. Est-ce que toi, tu as un joueur là-dessus qui t'a marqué? Il y a des joueurs que j'aime bien. En tout cas, Cody Simon, je trouve que c'était un joueur. Bon, c'est pas forcément une value exceptionnelle, hein. Moi, je l'avais dans ce range, donc c'est la place à laquelle je l'attendais. Mais pour moi, ça peut renforcer leur escouade de linebacker qui, je trouve, est un peu assez légère. Ouais. Et c'était aussi un des besoins qu'ils avaient durant cette draft sur l'escouade de linebacker. Je trouve que voilà, il peut s'incorporer tout de suite dans une rotation en tant que middle linebacker. Je vois pas d'inconvénient. C'est quand même un joueur qui a joué à Ohio State, qui a été MVP défensif du dernier National Championship. Donc voilà, c'est que ça reste quand même un joueur qui a certains faits d'armes. C'est un mec au profil athlétique certain, qui a une bonne vitesse, qui est bon sur le blitz et qui est, je trouve, un bon IQ aussi pour diagnostiquer le jeu de course et qui arrive à réagir vite. Et c'est ce qu'on demande à un linebacker à cet endroit-là du terrain. Donc moi j'aimais bien le pick. Et puis Jordan Bush, pour ta rotation, c'est pas si mal. C'est un gros projet, c'est un phénomène athlétique qui, je trouve, sur le pass rush a encore beaucoup de choses à travailler, mais en tout cas il a des dimensions idéales pour le poste. C'est un joueur qui a une polyvalence aussi dans ses alignements. On l'a vu aligné en tant que 3-4 defensive end, ou voire même en tant que wide 9, donc c'est vraiment limite aligné en face du tight end, voire à l'extérieur de l'épaule extérieure du tight end, et arriver quand même à perturber la poche de ce point de vue-là. Donc c'est un joueur qui peut être valuable suite à sa polyvalence, et qui en même temps est un projet à développer, qui peut-être dans quelques années, tu vas te dire que au 3e tour, tu as trouvé un diamant brut et que tu as réussi à le développer. Ça, je vois pas trop de mal à ça. Donc en soi, je trouve que leur draft est plutôt solide sur quelques picks. Je trouve quand même que je suis un peu déçu qu'ils n'ont pas vraiment adressé l'offense. J'ai l'impression qu'ils ont fait un peu une draft à la Bills, un petit peu, où ils vont chercher corner, defensive tackle, edge rusher sur leurs 3 premiers picks. Sauf que les Bills, ils marquaient 30 points par match, et les Cardinals, pas vraiment. Donc pour moi, il y avait des besoins sur l'intérieur de la O-line qu'ils n'ont pas vraiment pu considérer. Ils avaient des besoins aussi en tant que pour un 3e wide receiver. J'aurais bien aimé qu'ils aillent chercher quelqu'un. Ils l'ont pas fait, donc c'est les joueurs qu'ils ont pris. Je trouve, voilà, je l'ai expliqué, c'est des joueurs que j'aime bien, mais peut-être il y avait des meilleures positions à aller chercher à ce moment-là. Ouais, moi c'est le manque de considération, comme tu disais, de l'attaque et de la ligne offensive. Alors je mets les tackles et le centre parce qu'ils ont un plutôt bon niveau. Mais c'est vrai que le poste de garde, pour moi, est un petit peu faible. Evan Brown et Isaiah Adams. J'aurais bien aimé qu'ils partent peut-être un petit peu plus tôt sur cette position parce qu'Aiden Conner au 6e tour, ça se trouve il va performer, hein, je sais pas, mais ça me dérange un petit peu effectivement, peut-être à la place d'un Jordan Burch par exemple au 3e tour, ou d'un Cody Simon à la rigueur linebacker, même si j'aime bien le joueur et le pick, que je trouve effectivement, comme tu disais, dans le très bon range et dans une escouade assez faible, même si j'apprécie beaucoup Mac Wilson.
c'est un bon joueur, mais bon, c'est censé être un deuxième, troisième linebacker, pas un mec titulaire ou pas ton premier linebacker. Et quand tu vois le reste de l'escouade, ça va être compliqué. En tout cas, sur les inside linebackers. Parce qu'au niveau des extérieurs, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait avec Josh Sweat. Et puis, moi, j'aime beaucoup. Comment il s'appelle BJ Ojulari. Non, Byron Browning. Ah oui. J'aime beaucoup Byron Browning. Mais c'est vrai que l'intérieur de leur escouade de linebacker, ouais, compliqué. Mais oui, garde au troisième, quatrième tour. J'aurais pas trouvé ça déconnant non plus. Donc voilà, un petit peu dommage. Après, sur les postes de receveur, il avait déjà considéré l'année dernière avec Marvin Harrison avec leur premier tour. Tu vois, je suis moins négatif que toi sur la position parce qu'ils ont des bons joueurs quand même. Tu vois, Greg Dortch, il fait son petit taf en NFL. Michael Wilson, c'est pas mal. Zed Jones, c'est pas mal aussi ce qu'il propose. Tu peux toujours ajouter du talent. Mais en fait, il y avait tellement de besoins dans cette équipe-là que, bon, si tu pars pas sur receveur sur cette draft-là, ça me dérange pas parce qu'en plus, la draft n'était pas folle sur cette position-là. Donc, tu vois, ça aurait nécessité de partir sur un troisième, quatrième tour. Ça m'aurait peut-être un petit peu plus dérangé. C'est bien ce qu'ils ont fait défensivement. Ils ont essayé d'apporter du talent et de la rotation et voilà, un certain nombre de joueurs. J'aurais voulu voir peut-être un petit peu plus de O-line me concernant. Pour les Cardinals, du coup, malgré tout, on les a mis sur la deuxième tiers de la liste, donc en bons élèves. C'est vrai que les pics Walter Nolen et Will Johnson, s'ils performent, tout de suite, ça peut faire step up la défense. Ah, c'est ça. Quasiment, en fait, ne plus du tout la considérer sur la draft suivante, même s'il faut toujours ajouter des joueurs, de la rotation, du talent. Mais tu peux quasiment te focaliser uniquement sur l'attaque l'intersaison prochaine et finalement avoir une équipe qui tient encore plus la route pour les années futures. Exactement. Mais de toute façon, je pense que cette draft, on l'a dit, mais pour moi, ça passe par le développement de Will Johnson. Et si les blessures le laissent tranquille, pour moi, t'as vraiment une des drafts qui va consolider les fondations de ta franchise. Et pour moi, c'est ça que j'ai eu envie de mettre en valeur sur cette notation. Donc un joli tier 2 pour cette équipe des Cardinals. Qui le mérite. Qui a fait une belle intersaison, une belle... là, on parle que la draft, mais je trouve aussi qu'ils ont fait une belle free agency. Ils avaient de l'argent à dépenser, ils l'ont dépensé intelligemment. Donc c'est très intéressant ce qu'ils ont proposé et j'ai hâte de les voir commencer la saison. Exactement. C'est tout pour la NFC West. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur tous les réseaux Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch. Partout @ le front office et de rejoindre le Discord si vous aimez les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, les nouvelles applications, je cherchais le terme. Là, ça parle de football, de tennis, de basket, parce qu'on est en plein dans les playoffs. Donc voilà. Merci Alex. Merci à toi. On se retrouve après-demain, lundi, pour l'AFC West, donc des finalistes du Super Bowl notamment, et puis des Pirates de Las Vegas. Exactement. T'as hâte. J'ai hâte. Ça y est. Donc l'épisode durera 2h30 à peu près. À peu près. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!